Bon, écoute Flavia, je commence toujours mes interviews par remercier la personne que j'ai en face de moi de prendre un petit moment pour discuter. Donc merci à toi. Merci à vous de m'avoir invité. Pour la session qui a été super. Obrigada. Voilà. On va commencer par parler peut-être de toi. Et alors j'ai un certain nombre de questions. C'est tout monté derrière, donc on est vraiment à la cool, hein, c'est l'idée. Ok. Voilà. Je me suis noté des petits trucs. On va voir des fois si c'est pas pertinent ou quoi, mais. On trace. Pire des cas, je prends des jokers. Exactement. Alors, je voulais te poser une question puisque du coup tu as on va dire un mode de vie un peu nomade. Tu es beaucoup sur la route, à droite, à gauche depuis longtemps déjà. Depuis même je crois avant que tu étais une musicienne professionnelle. Et donc du coup je voulais savoir qu'est-ce que ça t'apportait. Est-ce que c'était un choix? Et qu'est-ce que ça t'apporte d'être constamment sur les routes? Alors, comme tu viens de dire, au départ, c'était pas du tout un choix. J'étais un enfant qui avait des parents qui devaient se déplacer assez souvent à cause de leur boulot ou grâce à leur boulot. Et donc, j'ai dû changer d'école plusieurs fois, d'État dans le Brésil plusieurs fois, etc. Et à un moment donné, nous nous sommes établis dans une ville et donc ça a commencé à me faire bizarre. Et donc à l'âge de 14 ans, j'ai pris la décision de me dire, voilà, il faut à tout prix que je trouve une profession, que je trouve un boulot qui va me permettre de continuer à voyager. Donc ce qui, quand j'étais très jeune, m'avait beaucoup dérangé, le fait de couper l'amitié, les amis, les copains et tout ça, ça commençait à me manquer. Donc à ce moment-là, je me suis dit, j'ai chanté déjà à la maison, ma mère depuis que j'étais très petite, m'habillait en Madonna, m'amenait dans les concours, même en Michael Jackson, etc., pour faire des concours, des doublages, des chanteurs, etc. Et à l'âge de 14 ans, j'ai dit, bon, tiens, j'ai envie de faire un truc qui m'amène dans cette ville, la nomade que j'avais déjà. Et donc, je suis allée, j'ai répondu à une annonce d'un casting qui cherchait des chanteuses. Je suis allée, j'ai répondu sur le casting, et voilà, et j'ai pris les routes. Très bien. Et donc aujourd'hui, ça fait un peu plus de 20 ans, je veux dire peut-être que... Même plus. Ah, plus, 20... Alors, moi, là maintenant, j'ai 39 ans. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Donc, ouais, ça commence à dater. Ouais. Pour les chiffres, je ne suis pas terrible, moi. J'ai des gens qui s'occupent de mes chiffres. Effectivement, ça commence à faire un moment. Et donc, du coup, j'ai cru lire quelque part que le premier album que tu avais proposé à des maisons de disques n'avait pas été tout de suite très bien reçu. Et donc du coup, je voulais te demander, quand on se prend des portes un peu par des maisons de disques, qu'est-ce qu'on fait? On pleure, on s'arrête ou... Ça fait rien du tout en fait, parce que des portes, j'avais pris depuis mon très jeune âge. Je pense que le non, c'est le mot qu'on entend de plus depuis la naissance. Donc je me suis habituée au non en fait. Je suis plutôt émue quand je reçois des oui. Et en fait, cet album qui, à l'occurrence, c'était Bossa Muffin, c'était mon premier album qui m'a permis après d'être ici aujourd'hui. Au départ, les gens, effectivement, ils disaient, mais attends, t'es chanteuse brésilienne, tu fais pas de la bossa, tu fais pas de la samba, elle est où ta grande jupe, ta guitare, ta fleur? Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, on était encore dans une idée du Brésil, le Brésil des cocotiers, des plages, des poissons, etc., des João Gilberto et Vinicius, qui est aussi mon Brésil, bien évidemment. Par contre, j'ai grandi dans un moment où, voilà, le pays était en plein boom, on commençait à comprendre, l'Internet est arrivé, on commence à comprendre que toute la musique qu'on consomme, elle n'est pas 100% brésilienne, elle vient quand même d'ailleurs, il y a quand même des origines, on commence à s'intéresser. Et là, c'était, voilà, pour moi, c'était une évidence de faire ce genre de musique, quoi. Très bien. Alors, j'ai un certain nombre de choses notées, et puisque tu parles de musique, on va peut-être rebondir là-dessus, sur ton dernier album en date, qui date de 2016. C'est ça. Dans lequel on retrouve, il y a du foro, il y a du ska, il y a du reggae, évidemment. Et donc, j'ai une question un peu niaise, exprès, que j'aime bien. Vas-y. À quoi ça sert de mélanger les styles en musique? Bah, pourquoi ne pas le faire? Parce qu'en fait, justement, et juste pour finir la question de tout à l'heure, les gens ils m'ont posé exactement la même question et je disais, le truc c'est que les gars, la réponse que j'ai donnée c'est que les gens se sont arrêtés dans un Brésil des années 50 et le Brésil est un pays très métissé et justement qu'il y a des musiques qui viennent de partout. Je suis née dans ce pays-là avec ce métissage-là de père et mère d'abord, d'un père
noirs d'une mère blanche qui viennent du nord-est du pays. Moi, je suis née à Rio. Donc, le mélange, il faisait partie de mon histoire de vie. Si je m'étais arrêtée justement de ce que les gens y voulaient, je ne serais sûrement pas là en ce moment précis. Et je pense que le monde auquel nous allons, il est issu du mélange. On peut pas... Plus personne aujourd'hui, je pense qu'il y a aucun artiste qui ne mélange pas sa musique. Ça n'existe plus. Ou voire même ça n'a jamais existé. C'est juste que depuis toujours, le marketing, le marché, il exige à tout prix qu'on soit dans des cases. Mais depuis Mozart, la musique est métissée. Lui-même, Mozart, pour moi, c'est un des plus grands compositeurs des 200 dernières années. Qui, s'il était aujourd'hui, il est sûrement un DJ ou serait dans le reggae. C'est quelqu'un qui a tout de suite compris qu'il fallait mélanger. Le reggae même, c'est une musique qui est née déjà, qui est issue déjà d'un mélange, qui vient du ska et qui vient d'un tas de mélanges de différentes origines, diverses origines. La France, qui c'est un des deuxièmes, je pense, au monde, pays consommateur du reggae après la Jamaïque, est issu aussi d'un mélange. Donc pourquoi ne pas mélanger? Celui qui ne mélange pas, il n'a pas compris. Très bien. On va parler un peu du Reggae Ska, puisque c'est bien sûr aujourd'hui, ce soir. C'était quand la dernière fois que tu es venu ici sur scène? Alors, si je ne me trompe pas, c'était en 2012, je crois bien, il y a 7 ans. Et donc, je voulais simplement te demander ce que tu penses de ce festival. Comment ça se passe pour toi ici? Alors, le festival est toujours super, égal à lui-même. Parti encore plus dans un métissage. Ce soir, nous avons des femmes qui sont dans le festival, dans la scène, ce week-end. Pour moi, le Reggae Ska, c'est quand même une référence. Je suis toujours très contente d'être là à nouveau. Et surtout, me rappeler que voilà, j'étais ici en 2012, 7 ans après, je suis de retour à Ska. Ça veut dire que ça a bien se passer. Et je suis très admiratif des Fred Lachaise, de Chabi, toute son équipe. C'est des gens vraiment qui vont aller voir des concerts. C'est pas du tout des programmateurs qui écoutent... il faut que tu ailles voir tel. Non, ils y vont eux-mêmes. C'est vraiment de braves gens qui aiment les artistes, qui vont chercher les artistes là où ils sont fidèles à ce qu'ils font. J'avais quelques autres questions qui sont un peu des questions à tiroir. Je voulais te demander, toi, en tant qu'artiste, et ou en tant que personne, s'il y a une différence, quelles sont les valeurs pionnières, les valeurs majeures que tu portes? Et la seconde partie de la question, c'est est-ce qu'il y a un état d'esprit particulier dans lequel il vaut mieux être pour comprendre au mieux ta musique? Alors, pour répondre à la première question qui est... En tant qu'artiste et ou en tant qu'humaine, quelles sont les valeurs que tu as envie de porter? Ok. Bah, la principale valeur pour moi, c'est l'empathie. Ça, pour moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut pratiquer dans la vie de tous les jours. Et la gratitude, parce que depuis petit, nous avons appris le plaisir de parler du mal, de se plaindre, du râler, etc. Mais on remercie très très peu les petites choses que nous avons tous les jours. Qui pour des gens, ça peut être des très très grandes choses, c'est-à-dire avoir un lit, avoir une douche quand on veut, avoir un verre d'eau quand on veut. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est souvent dans ma musique. Vraiment l'empathie, la générosité. Je parle souvent aussi des choses qui ne vont pas, bien évidemment, mais dans le but de trouver une solution. Et la deuxième question, hein? La deuxième question, je pense que tu as un peu répondu, mais c'est est-ce qu'il y a un état d'esprit particulier dans lequel il vaut mieux être pour vraiment comprendre ta musique et être en phase? Bon, écoute, moi je pense qu'il faut venir dans l'état d'esprit lequel tu es, parce que ça c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Déjà, nous avons la chance, pour donner un exemple aujourd'hui, nous avons joué à 18h, il faisait 45 degrés sous le site, il y avait beaucoup de gens. Et je pense que tous ces gens-là, ils étaient dans un seul état d'esprit de passer un bon moment. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est à nous, les artistes, d'interpréter ça et donner un maximum. C'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois qu'on monte sur scène. Parfait. Écoute, j'ai quelques autres choses qu'on peut aborder ou pas. En ce moment, on commence à parler ou à reparler de plus en plus de la place des femmes dans la musique actuelle.
Voilà, il y a de plus en plus d'artistes femmes qui poussent des coups de gueule. Je voulais savoir ce que toi tu en penses puisque tu es vraiment dans le cœur du sujet. Est-ce que ça se passe comment? Ah, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, mais ça commence. Je vais quand même pas cracher dans la soupe parce que, comme on vient de dire, je tourne depuis 2011. Ça commence à dater. Je commence à voir effectivement que nous sommes de plus en plus nombreuses, surtout dans la partie technique d'un concert, parce que les gens ils parlent souvent des artistes, etc. Mais ils oublient qu'il y a tout un staff technique, lumière, backline, sono, etc. Que c'était quand même un endroit qui était presque limite interdit aux femmes. Et qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes qui prennent leur place et que voilà, on doit à chaque fois, quoi qu'il arrive, faire nos places à la force d'eux. Mais il y a encore du boulot. Je vois que les festivals ils commencent à faire des efforts, mais on n'est pas encore assez nombreuses. Donc voilà, mon coup de gueule, ça va être celui-là. Et après, bien évidemment, la confiance. Je pense que les gens, quand il y a une chanteuse qui tient un groupe, qu'elle ne fait pas partie du groupe, il y a un côté du patriarcat qui est encore un peu est-ce que cette petite nana-là va assurer l'affaire? Et donc, c'est là où je suis contente de croiser certains programmateurs comme Fred de Sanskar, parce que c'est un mec qui, voilà, il n'a pas peur de ça, tu vois. Il n'a pas du tout ce genre d'a priori. Il y en a plein d'autres aussi qui n'ont pas ce genre d'a priori. Et je pense qu'il y a certains qui ont besoin encore de suivre l'exemple, mais on est dans le chemin. Donc, on est encore là en train de gueuler. Je pense que ça va aller. Très bien. Écoute, on est pas mal. Petite question, alors pareil, joker ou pas, puisque en fait tu es brésilienne et artiste. Ouais. J'aurais voulu savoir si est-ce qu'on parle du coup de Bolsonaro? Est-ce que c'est un sujet dont tu as envie d'évoquer? On peut parler vite fait. Ouais, j'ai vu que, alors en gros, tu s'attaquait notamment à l'économie de la chose. Le ministère de la Culture au Brésil a pris un peu la main, et de manière générale, on voit les initiatives artistiques. Et donc du coup, je voulais avoir un peu ton point de vue là-dessus, parce que nous on le voit un peu d'extérieur, en fait on lit certains journalistes, certains médias, on voit des choses, apprend des choses complètement assez incroyables pour soi. Donc voilà, je voulais là-dessus. Alors, pour faire vite, déjà, je n'évoque jamais le nom de ce monsieur. C'est quelque chose que j'évite un maximum. Et en fait, l'histoire du ministère de la Culture, c'est limite une histoire déjà du passé, parce que ça n'a tellement se passé des choses depuis. On dirait que toutes les semaines, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive. Qu'est-ce que je peux penser de ça? Malheureusement, nous sommes quand même malgré tout dans une démocratie au Brésil. Les gens, ils ont voté, ils ont choisi. Je ne peux pas crier contre ces personnes-là. Par contre, je peux continuer à faire mon travail, qui ça veut dire d'éveiller les sens et dire aux gens les choses qui ne vont pas. Il y a une grande résistance quand même qui existe depuis toujours au Brésil par rapport à ce genre de patriarcat dictatoriel, et tout, etc., qui se forme et qui se fait. Maintenant, ce qui est triste, c'est que, à savoir que j'ai quitté le Brésil parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps et que je chante dans mes morceaux, dans mes albums depuis très longtemps. Et que quand les gens y prenaient conscience de ce que j'étais en train de dire, ils disaient « mais finalement, c'est pas si solaire ». Ben non, c'est pas si solaire parce que le Brésil, ce n'est plus le pays des cocotiers depuis beaucoup de temps. Et donc là, maintenant, ce qui se passe, c'est que le monde, il connaît ce qui est le Brésil, quoi. Donc, c'est triste pour la vision générale. En tout cas, ce que les gens ils croyaient ce que c'était le Brésil. Mais en même temps, je suis contente que les gens ils comprennent enfin que le pays d'où je viens, c'est celui qui a libéré les esclaves. C'est le dernier pays au monde à avoir libéré les esclaves, qu'on vit dans une démocratie esclavocrate et dure, patriarcale, très compliquée dans tous les sens, très raciste aussi. Et que nous, les artistes, on essaye de continuer à faire ce qu'on doit faire, ce qu'on devait faire. Et j'espère que les gens, la communauté internationale, les gens, ils parlent
ils parlent du Brésil. C'est ça pour moi qui est le plus important. Quand je vois les médias en France qui suivent à la lettre exactement ce qui est en train de se passer au pays en direct, ça me fait plaisir parce que comme ça, je pense que les Brésiliens, en tout cas ceux qui sont contre ce parti politique-là, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Après, ça va prendre du temps. Le Brésil, c'est pas le seul à avoir ce cadeau empoisonné qui est le populisme. C'est quelque chose qui se passe en Europe depuis longtemps, qui est passé aux États-Unis après Barack Obama, pour la surprise de tout le monde. Donc voilà, le Brésil est un peu à la mode, on va dire ça comme ça, malheureusement. On va dire ça comme ça. Ok, pour finir sur une note un peu plus légère, j'aime beaucoup demander aux artistes qu'on rencontre leur dernière claque musicale. Qu'est-ce qui t'a vraiment fait plaisir en album ou en live d'ailleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment t'a mis une claque dernièrement en musique? Ah oui, j'ai vu un groupe du Malaisie qui s'appelle des Vanupians avec une chanteuse voilée, car ils sont de confession musulmane, avec un groupe qui faisait du rock électro d'une puissance hip-hop, elle est rappeuse, pieds nus, elle est juste extraordinaire. Je l'ai vue dans un festival au Portugal, des Vanupians, from Malaysian, c'est dingue. Excellent. Petite, la toute dernière, notre média s'appelle Niac, du coup, et donc, notre question tradition, on demande aux artistes, Flavia, est-ce que tu as la Niac? Oxi! Todo dia! Tous les jours! Merci beaucoup. Obrigada, gente. Vou comer.